Grégoire de Fournas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Vous êtes un viticulteur, aujourd'hui également député du Rassemblement national, notamment élu de la 5e circonscription de Gironde. Et si vous êtes présent aujourd'hui dans ce fauteuil, c'est pour revenir sur ce mouvement, cette révolte des agriculteurs qui prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur et essayer d'en comprendre les raisons et également d'essayer d'aborder les débouchés politiques que l'on pourrait avoir à cette révolte. Alors avant de commencer cet entretien, je rappelle à tous ceux qui nous suivent de liker cette vidéo, de commenter, de partager, que c'est très important pour nous, pour le référencement. Grégoire de Fournas, conformément à la tradition de ces entretiens, nous commençons toujours par une citation. Pour vous, j'ai choisi une citation du duc de Sully, qui était l'un des principaux conseillers du roi Henri IV, et il s'exprimait en ces termes. « Labourage et pâturage sont les mamelles de la France d'aujourd'hui. » Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça évoque évidemment l'histoire française qui s'est faite par son agriculture. On avait une population française qui était beaucoup plus agricole qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec des générations entières qui ont travaillé la terre, qui ont façonné les campagnes. Et aujourd'hui, cette histoire, elle est remise en cause. Moi, je vois chez moi, les villages qui avant étaient animés par des familles principalement de viticulteurs, parce que je viens d'une circonscription très viticole, on voit que ces exploitations qui étaient jadis à taille humaine se sont regroupées avec progressivement une disparition de ce tissu, de cette viticulture familiale et peut-être même demain probablement de sa disparition, parce que la viticulture bordelaise et médocaine en l'occurrence vit une crise très grave. Et c'est en fait tout l'entretien, on va dire, de nos campagnes, toute l'animation de la ruralité française qui risque demain de disparaître. Qui s'occupera d'entretenir les champs, les exploitations, les villages, d'animer toute cette économie rurale si demain on n'a plus d'agriculteurs en France? Alors justement, on voit que cette colère, en fait, elle gronde en ce moment en France, elle monte, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. L'A64 a été bloquée, l'A7 a été bloquée. On a vu une manifestation symbolique à Agen devant la préfecture. Est-ce que vous, le Rassemblement national, vous soutiendrez, quoi qu'il advienne, cette manifestation et cette révolte des paysans ? On soutient évidemment totalement cette mobilisation des agriculteurs qui est en fait la dernière étape d'un monde qui n'a pas été écouté par le gouvernement pendant des années, qui a peut-être même été méprisé. Alors évidemment, le fait que le gouvernement n'apporte pas de réponse, parce que les jours se suivent sans que le gouvernement n'ait la moindre réponse à apporter, c'est malheureusement peut-être... Ça peut provoquer le pourrissement de la mobilisation, comme ça avait été le cas, il faut le dire quand même, avec la mobilisation des Gilets jaunes, et ça, il faut l'éviter à tout prix. Voilà, tout ce qui est de la violence, évidemment, on ne pourra pas le soutenir, mais on fait évidemment la distinction, si vous voulez, entre la violence de certains idéologues qui sont venus armés à Sainte-Soline pour détruire des ouvrages agricoles et blesser des gendarmes, et puis le désespoir d'agriculteurs qui subissent tous les jours les difficultés économiques, les contraintes, les normes, la bureaucratie, les contrôles, et qui sont épuisés par tout ce qui leur est imposé. Et vous feriez un lien logique, en fait, de continuité entre, par exemple, des révoltes comme les bonnets rouges, les gilets jaunes et cette fois-ci les agriculteurs ? Je pense que ce qui relie tout ça, c'est le révolte de la France profonde qui n'en peut plus de cette technocratie qui leur est imposée, de ces contraintes, de cette écologie punitive. Vous savez, je crois que la vision qui est développée par la Commission européenne et qui est appliquée servilement par le gouvernement, c'est celle de dire aux agriculteurs, vous n'êtes plus des producteurs, mais des pollueurs, en réalité. Et dans les textes qui sont votés, dans la politique qui leur est imposée, il y a cette volonté, en réalité, de faire disparaître l'agriculture. Je vous prends un exemple très simple, le texte Restauration de la nature, ça consiste quand même à rendre à l'état naturel 20% des terres agricoles. Et encore, ce 20% a été le fruit d'un compromis. Donc, il y a cette volonté très claire
de dire que l'agriculture, comme l'industrie d'ailleurs, c'est la même chose, est une activité polluante et que, alors que l'Union européenne représente 7% des émissions de gaz à effet de serre et la Chine 33%, on continue dans cette décroissance industrielle, agricole, qui va tuer évidemment l'économie européenne et française et puis faire disparaître. Alors l'industrie c'est déjà fait, mais demain l'agriculture et ça c'est une catastrophe et c'est évidemment très mal compris de la part des agriculteurs qui se révoltent contre cette injonction contradictoire qui consiste à leur dire vous devez réussir l'enjeu de la souveraineté alimentaire, c'est même marqué maintenant sur le fronton du ministère de l'Agriculture, mais dans le même temps, on va vous imposer des normes de décroissance agricole, encore une fois en privant une partie des terres à l'agriculture, mais aussi en retirant certains produits phytos sans solution derrière, ce qui est en train de faire sombrer la filière de la betterave, la filière de la cerise, qui impacte très fortement les autres filières. Et donc cette décroissance agricole, avec l'enjeu à côté de la souveraineté alimentaire, c'est cette injonction contradictoire que les agriculteurs ne comprennent plus. Est-ce qu'il est quand même possible, on va dire, de faire converger écologie et agriculture ? Mais on n'est pas... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un processus de transition écologique. Il n'y a pas la volonté, si vous voulez, de rendre plus vertueuse l'agriculture. Je vous prends un exemple. J'ai participé pendant 6 mois à l'Assemblée nationale à une commission d'enquête sur l'usage des produits phytosanitaires. Cette commission d'enquête, elle révèle que depuis 2016, 96% des produits CMR, donc c'est les produits phytos les plus dangereux, ont été supprimés. C'est-à-dire qu'on a baissé de 96% l'usage des produits phytosanitaires les plus dangereux. Aujourd'hui, il reste des produits phytosanitaires qui n'ont plus d'impact sur la santé humaine, mais qui sont considérés toujours comme un problème. Et donc, on continue, à travers le plan Éco-Phyto, à vouloir baisser encore de 50% ces usages. Et on a quand même eu des gens qui sont intervenus, notamment des ONG, des députés européens écologistes, qui nous disent on ne veut pas aller vers d'autres solutions qui seraient peut-être la robotique, le numérique, parce qu'on ne veut pas remplacer une dépendance phytosanitaire par une dépendance finalement du progrès technique. On veut revenir à une agriculture qui est celle en réalité de 1950, qui à l'époque produisait une tonne de blé à l'hectare contre 8 actuellement. Et je rappelle simplement qu'en 1950, on sortait à peine des tickets de rationnement, que l'agriculture n'était pas capable de nourrir la population. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment ces braves gens comptent nourrir la population. Mais en réalité, le fil conducteur de cette logique, c'est l'effacement de l'homme sur la nature. C'est-à-dire que l'homme, détruit la nature. Donc c'est leur logique, et donc il faut une baisse de la natalité. Il faut qu'il n'y ait plus d'agriculture, d'industrie, pour qu'on rende à l'état naturel notre environnement. Nous sommes en totale opposition avec cette vision des choses, parce qu'on considère que évidemment l'homme a toute sa place dans une pratique respectueuse de l'environnement, mais pas dans une logique de décroissance. Alors effectivement, la question de Bruxelles, elle revient beaucoup. Quel est concrètement le rôle de Bruxelles en fait, dans cette destruction que vous annoncez de notre agriculture ? Si vous voulez, l'Union européenne, c'est deux logiques. La première, c'est, je viens d'en parler, l'écologie punitive et celle de la décroissance agricole. Donc, ça se traduit par le Green Deal, le pacte vert, avec sa déclinaison sur l'agriculture qui s'appelle Farm to Fork, c'est-à-dire celle encore une fois, de faire moins d'agriculture, de la faire progressivement disparaître. Et puis, dans le même temps, c'est celle de la mondialisation, du libre-échange. Et on signe régulièrement de nouveaux traités de libre-échange qui consistent à faire venir en France des productions qui ne respectent mais absolument aucune des normes qui sont imposées aux agriculteurs. Et en fait, on est en train de remplacer l'agriculture française par des agricultures étrangères qui sont, qui n'ont aucune considération pour le respect de l'environnement, même aucune considération pour la santé humaine, parce qu'on importe quand même des productions qui sont potentiellement un danger pour la santé humaine. Je vous prends l'exemple du poulet ukrainien qui fait beaucoup parler. Aujourd'hui, en Ukraine, il n'y a absolument plus aucun contrôle sanitaire sur les productions du poulet.
C'est un pays en guerre qui n'a plus les moyens d'avoir de services sanitaires. Donc, on fait venir du poulet, mais qui est produit dans des conditions mais absolument ubuesques. Et si on se rendait compte, si vous voulez, si on pouvait visualiser ce que sont les élevages de poulets en Ukraine, et si on pouvait comparer avec les élevages français, on se rendrait compte qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et concrètement, si vous étiez au pouvoir là en ce moment, quelle est la marge de manœuvre en France, par exemple, face à tout cela, face à cette concurrence déloyale? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que même pourrait proposer Gabriel Attal face à tout cela? Mais Gabriel Attal, son gouvernement, les macronistes, c'est ceux qui, au Parlement européen, soutiennent ces politiques. L'écologie punitive qu'il reproche aux écologistes, il la vote avec les écologistes au Parlement européen. Les députés macronistes ont voté le Farm to Fork, votent les textes de décroissance agricole avec les écologistes. Ils votent tous les traités de libre-échange. Ils ont voté le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ils ont voté hier en commission celui avec le Chili. Donc ils soutiennent finalement cette politique. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui vient faire du commentaire en disant oui, c'est quand même pas normal ces normes qui sont imposées aux agriculteurs, mais c'est eux qui votent ces normes au niveau du Parlement européen. Donc, si vous voulez, quelle est la marge de manœuvre vis-à-vis de l'Union européenne? C'est déjà arrêter de soutenir ces politiques. Nous, nos députés au Rassemblement national, ils sont toujours opposés au pacte vert, à Farm to Fork. Ils ont réussi à mettre en échec notamment le règlement SUR qui était un règlement de restriction de l'usage des produits phytosanitaires. Et donc, si demain on arrive au pouvoir en France, il y aura un bras de fer qui sera très ferme avec l'Union européenne, en plus du fait qu'on arrêtera de soutenir cette feuille de route. Mais je vous prends un exemple très, très concret. Aujourd'hui, les cantines scolaires, dans les appels d'offres qu'elles font pour les achats alimentaires, ne peuvent pas privilégier les productions locales. Et en l'occurrence, les productions des agriculteurs français. Parce que c'est interdit par l'Union européenne. Commande publique. Exactement. Le principe de la concurrence libre et non faussée, on ne peut pas mettre, encore une fois, dans l'appel d'offres, le fait que on doit privilégier les productions françaises. Bon, mais demain, nous, si on arrive au pouvoir, on mettra même dans la loi, le fait que ces appels d'offres et cette clause, on aura une réprimande de la part de la Commission européenne, mais on leur dira, écoutez, d'abord, nous sommes chez nous, nous faisons ce que nous voulons, nous voulons privilégier l'agriculture française parce qu'on y tient, et puis si vous nous mettez une amende, c'est pas compliqué, la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne, et nous déduirons de nos contributions cette amende, et puis nous continuerons à faire ce que nous croyons bon pour l'agriculture française. Vous avez d'autres exemples de propositions également pour les agriculteurs? Moi, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de revendications qui sont portées par les agriculteurs, mais ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue ces deux dimensions, celle de la concurrence étrangère déloyale et celle de cette décroissance agricole. Ça, c'est vraiment des points sur lesquels les agriculteurs doivent tenir bon. C'est d'ailleurs une demande de la base de tous les agriculteurs sur les autoroutes vous le disent. Ils portent ces revendications. Et je ne crois pas très stratégique, si vous voulez, de mettre en avant la simplification administrative, qui est un vrai sujet. Moi, je suis viticulteur. Un viticulteur, il faut qu'il fasse 14 déclarations par an aux douanes pour justifier de son stock. Il doit faire des déclarations pour la PAC. C'est très lourd, c'est des contrôles qui sont sans fin. Mais si vous voulez, il y a un sujet là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on sorte de cette mobilisation avec la seule promesse du gouvernement qu'on va faire une petite loi de simplification administrative qui finalement, d'abord, la simplification administrative, c'est quand même l'Arlésienne. Je me souviens de François Hollande et de son choc de simplification. 10 ans après, on n'en voit toujours pas le début du commencement. D'ailleurs, il y a des réflexions, des commissions, des groupes de discussion qui sont organisés par l'État régulièrement sur la simplification administrative, et on voit qu'on n'y arrive pas. Donc, voilà, on ne pourra pas sortir de cette mobilisation sur des petites mesures de simplification administrative, sur des chèques, sur des fonds alloués à l'un ou à l'autre. C'est vraiment un modèle qu'il faut revoir de fond en comble. C'est une logique différente, et c'est pour ça que
Je pense que le gouvernement, s'il tarde tant à apporter des réponses, c'est que s'il veut vraiment apporter une réponse qui soit à la hauteur des demandes des agriculteurs, il faut en fait qu'il revoie. C'est le macronisme qui doit se revoir totalement, et ça leur demande évidemment de se remettre totalement en question. Ils ont réussi à le faire quand même. Hein. Sur le nucléaire, on est quand même parti en 2017 avec la fermeture de Fessenheim et un plan pluriannuel de l'énergie qui consistait à fermer 14 réacteurs nucléaires. Et quand on est arrivé au bord du précipice, c'est-à-dire le blackout total au niveau de l'énergie, avec la possibilité l'hiver dernier peut-être de ne pas passer l'hiver sans faire des coupures de courant, ils se sont rendus compte qu'on faisait fausse route, et donc on a voté il y a quelques mois une loi d'accélération du nucléaire. Moi, je trouve que ça a été... bon, évidemment, on leur a fait la critique, mais ça a été aussi un acte d'humilité qui a été salutaire quand même pour l'énergie, la production d'énergie française. Mais l'agriculture est exactement dans la même situation. Ils sont en train de nous amener au bord du précipice. Et d'ailleurs, nous sommes au bord du précipice. Hein. On a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. On importe la moitié de la volaille, la moitié des fruits et légumes, 25% du bœuf. Donc on est vraiment au bord du précipice. Et là, il faut qu'ils fassent cette même remise en question qu'ils ont été capables de faire sur le nucléaire, en disant stop, on est allé trop loin, on a l'enjeu de la souveraineté alimentaire à défendre, on a une agriculture à sauver, et donc il faut qu'on arrête cette logique de décroissance agricole qui est catastrophique. Vous pourriez proposer des clauses miroirs, par exemple ? Oui, il y a le sujet des clauses miroirs qui a été porté par Julien de Normandie, qui est peut-être le seul ministre de l'Agriculture qui a à peu près compris le problème. Hein. La difficulté, c'est qu'en fait, il n'a pas été capable de mettre en œuvre ces clauses miroirs. Et il n'a pas été capable de le faire parce qu'au sein de la Commission européenne, la France a été très seule sur ce sujet. Mais c'est pareil, si vous voulez, c'est un rapport de force à exercer au sein du Conseil européen. Et c'est un combat qui n'est pas livré. Nous, à l'Assemblée nationale, ça arrive toutes les semaines qu'il y ait des dispositions qui font consensus au sein de l'Assemblée nationale sur le fait, je vous prends un exemple qui n'a rien à voir avec l'agriculture, mais qui est symbolique, le fait, par exemple, de ne prioriser que de n'acheter que des panneaux photovoltaïques qui soient construits en France. Ça, c'est interdit par l'Union européenne. Et tout le monde était d'accord dans l'hémicycle pour cette mesure. Et je me souviens de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui se lève et qui dit je suis d'accord avec cette mesure, mais on ne peut pas parce que c'est contre l'Union européenne. Et moi, je suis européen et je ne veux pas qu'on remette en cause ce modèle. En réalité, ils sont en train de sacrifier l'économie française sur l'autel de l'idéologie, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas passer pour des mauvais élèves de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'en fait, ce combat à Bruxelles, il n'est pas mené par l'État français. Parce qu'à un moment, il faut dire stop, il faut taper du poing sur la table, il faut leur dire maintenant, nos conditions, ce sont celles-ci. Nous sommes la France, un grand pays de l'Union européenne. Nous sommes contributeurs nets au budget européen, et donc nous avons des droits à exercer sur vous. Nous avons des enjeux à défendre, et vous le ferez malgré vous, et peut-être contre nous, mais nous arriverons à nos fins. Alors j'aimerais tout de même soulever un paradoxe avec vous, c'est-à-dire que lorsqu'on se replonge dans les intentions de vote des agriculteurs, finalement on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont voté Macron en 2022, d'autres qui ont voté pour Valérie Pécresse, le Rassemblement national vient après, et finalement ils ont voté pour des politiques qui, eux, poussent à la PAC, au traité de libre-échange, à l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe aussi dans ce vote des agriculteurs ? Mais le problème, c'est qu'on a menti aux agriculteurs sur la PAC. On essaie d'ailleurs toujours de leur faire croire que grâce à l'Union européenne, l'agriculture française est subventionnée à hauteur de 10 milliards d'euros par an. Ce qui est en fait partiellement faux, parce que ces 10 milliards d'euros par an, c'est en réalité la France qui les donne. Donc si vous voulez résumer la PAC à ces 10 milliards qui viennent de la poche des Français, c'est réducteur. Mais ça, les LR, les macronistes le font à bon escient, parce que comme ils se refusent à aller sur tout le reste de la politique agricole commune, que sont les traités de libre-échange, l'écologie punitive, ils veulent résumer, si vous voulez, l'Union européenne à ses subventions. Et je crois que c'est en train quand même de s'installer dans l'esprit des agriculteurs, et je pense qu'on peut progresser grâce à ça. C'est le fait que ces 10 milliards d'euros, c'est d'abord, les agriculteurs, vous savez, ils ne demandent pas des aides. Hein.
Ça, ça revient aussi souvent dans les manifestations. Ils ne demandent pas des aides. En l'occurrence, là, ce sont des aides avec de l'argent français, mais ce qu'ils demandent, c'est des prix. Et ça, l'Union européenne est totalement incapable de leur garantir. Parce que, encore une fois, on les soumet à des normes environnementales intenables, et puis on les laisse en concurrence avec la terre entière. Il y a un autre paradoxe français que j'aimerais soulever avec vous, c'est-à-dire qu'il y a un grand soutien effectivement de la population française à ces agriculteurs. Pourtant, le consommer local, le consommer français, c'est pas encore quelque chose d'acquis en France. C'est-à-dire que avant tout, les consommateurs vont vers les prix les plus bas et la dimension de consommer local n'est pas la priorité. Est-ce que vous auriez, vous, des conseils peut-être en tant que viticulteur à donner aux Français? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Comment est-ce que les gens pourraient mieux consommer local? Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la part du consommateur, mais parfois, quand vous allez dans les rayons, vous n'avez même plus de produits français. Vous êtes obligé de vous servir de produits étrangers. Mais si vous voulez, il faut quand même... moi, je me souviens, on a eu un débat à l'Assemblée nationale sur le traité de libre-échange avec le Mercosur. Et Monsieur Betsch, qui est le ministre du Commerce extérieur, a pris la parole pour dire la mondialisation, ça a quand même permis que le prix du téléviseur baisse pour les Français. Ce qu'il oublie de dire quand même, c'est que au prix de ce téléviseur importé de Chine ou d'ailleurs, il faut quand même rajouter le prix du chômage, le coût du chômage. C'est-à-dire que la tomate espagnole, on la vend quand même à des chômeurs. C'est ça le sujet. Après, moi, je ne suis pas forcément dans une logique de culpabilisation du consommateur, parce qu'on sait les difficultés économiques des consommateurs, des ménages français. Il y a des familles qui sont obligées de sauter des repas parce qu'ils ne s'en sortent plus. Maintenant, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet des marges de la grande distribution qui n'est toujours pas réglé, de grands industriels qui se gavent sur le dos des agriculteurs. Et donc, il faut arriver à concilier, si vous voulez, des prix raisonnables pour le consommateur, tout en ayant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Mais là aussi, c'est un saut psychologique pour le macronisme qui sont pas capables qui ne veulent pas d'ailleurs faire. Depuis le mois de septembre 2023, Livre Noir s'est lancé dans un nouveau combat, celui des kiosques à journaux. Désormais, aux côtés de Libération ou Le Monde, trône un nouveau magazine trimestriel, le vôtre. Après un premier numéro à succès sur l'immigration, notre second numéro, Inter, de peuple, vous emmène au cœur de la guerre de civilisation sur notre territoire. N'attendez plus et procurez-vous ce magazine d'enquête en kiosque pour mener le combat à nos côtés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.livrenoir.fr. Bon entretien. Justement, j'allais l'aborder, c'est-à-dire que est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, dans cette dimension-là, avoir vraiment un État qui accompagne finalement une politique de préférence nationale sur les produits, quelque chose de très visible sur les étiquettes. J'ai le souvenir, quand je vais en Catalogne ou en Bretagne, on voit très rapidement bien en fait quels produits sont faits en Bretagne et autres. Est-ce qu'il n'y a pas justement une logique de facilitation vis-à-vis des consommateurs Je vous prends un exemple. Dans la loi Egalim 2, il y a eu un article, c'est un dispositif pour réserver l'usage des symboles français sur l'étiquetage qu'aux produits alimentaires dont l'ingrédient principal était produit en France. Pour faire simple, une confiture de fruits polonais transformée en France, elle a le droit aujourd'hui d'avoir le drapeau français sur l'étiquette. Donc cette disposition d'Egalim voulait résoudre le problème et le ministère n'a jamais pris le décret parce que c'est contraire au règlement INCO de l'Union européenne. L'Union européenne interdit ce genre de disposition. Là, c'est pareil. Quand on arrivera au pouvoir, on dira à l'Union européenne, vous êtes gentil, mais un drapeau français sur de la confiture de fruits produits en Pologne, c'est plus possible. Et donc, nous, on mettra en œuvre cette disposition, ne vous en déplaise. Voilà. Justement, j'aimerais revenir, vous l'avez dit, vous êtes viticulteur, revenir justement sur votre rapport à ce métier, à justement comment ça s'est passé pour vous, est-ce que c'est quelque chose de familial, quelle est votre relation à ce métier ? Moi, mon père s'est installé... mon grand-père n'était pas du tout viticulteur, il était directeur d'une usine dans la région parisienne, et mon père s'est installé en 1984, avant ma naissance, dans le Médoc, sur une ferme qui était en très mauvais état, qu'il a reconstruit, il a planté de la vigne, et moi je suis né un an après son installation, et donc j'ai grandi dans cette
dans cette exploitation viticole. J'ai conduit mon premier tracteur, à l'âge de 7 ans. À 14 ans, je conduisais la machine à vendanger. Donc, en plus, à l'époque, c'était un monstre assez compliqué à conduire. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans et avec vraiment une passion du métier. L'agriculture, c'est vraiment un métier passionnant. On est au contact de la terre, on est au contact de la nature, on vit avec elle, quelquefois on la subit aussi, mais on sait que ça fait partie du métier. Quand arrivent les vendanges, la récolte, c'est toujours un moment particulier parce que c'est le résultat d'une année de travail. C'est vraiment un beau métier, l'agriculture. Le problème, c'est que c'est aussi un métier qui est devenu un enfer, quoi. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous avez les huissiers qui vous harcèlent parce que vous n'avez pas payé la dernière échéance de la MSA, vous avez des contrôles. Moi, en 2022, j'ai subi 2 contrôles, l'un des douanes, où j'ai dû vider intégralement le chai à bouteilles pour qu'on comptait une à une les bouteilles, les capsules. On a dû aller dans le cuvier pour faire l'inventaire de tout. Enfin, et au final, il y avait 300 litres de différence sur un stock qui comptait 2000 hectos. Enfin, c'était mineur, mais ça suffisait à ce qu'on nous en fasse le reproche. J'ai eu ensuite un contrôle sur mon matériel de pulvérisation, sur le fait que le local phyto, il y avait bien le panneau d'avertissement sur la porte, qu'il était bien fermé à clé, que les étagères étaient bien à 20 cm du sol, qu'on n'avait pas mélangé. Enfin, c'est vraiment l'enfer, en fait. C'est vraiment l'enfer. Et si vous voulez, cette question des contrôles, elle revient aussi souvent de la part des agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils ont vraiment le sentiment, si vous voulez, qu'on n'est pas en train de contrôler si on respecte, encore une fois, le bon sens qui consiste à préserver l'environnement, mais c'est vraiment parce qu'on est considéré comme des pollueurs, en fait. On est considéré comme des pollueurs et donc on est vraiment fliqué. Je vous prends un autre exemple sur les déclarations PAC. Vous devez faire un découpage de vos parcelles sur un logiciel où l'épaisseur du trait correspond à 50, enfin peut-être pas 50 mètres, mais au moins 20 mètres sur le terrain. Et donc j'avais fait ce découpage très très fastidieux. Et 3 mois plus tard, François Guimer m'appelle en me disant il y a un problème sur une bande de 100 mètres. Vous chevauchez avec votre voisin sur une largeur de 2 mètres. J'ai écouté, supprimez-moi cette bande du calcul total, c'est pas grave, ça correspondait à quelques euros de différence, réglons le problème comme ça. Et on me répond non, c'est pas possible, ça il faut absolument que je sache à qui appartient cette bande de 200 mètres parce que voilà, il y avait un message erreur sur l'ordinateur de cette personne et il fallait régler le problème et il fallait donc que je contacte le voisin pour qu'on se mette d'accord. Enfin, c'est vraiment un truc de fou en fait. C'est vraiment un truc de fou, mais et ça, les agriculteurs ont vraiment le sentiment d'être persécutés parce qu'encore une fois, ils sont vus comme des gens qui polluent, qui ont un impact négatif sur l'environnement et ça devient vraiment insupportable. Est-ce que le drame aussi, c'est pas parce que c'est aussi une profession qui a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui vieillissent et finalement, ce qu'ils ont connu, eux, de l'agriculture, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, dans le sens évidemment de ces normes, de ce matraquage en fait en permanence sur tout ce qu'ils doivent faire. Très clairement, il fallait quand même... On a pu, dans les années 70 notamment, faire des erreurs. Moi, je me souviens de mon père qui faisait des traitements avec des produits, avec des têtes de mort sur les bidons, sans aucune protection. Voilà, donc il y a eu une période effectivement où on s'est un peu perdu mais les efforts qui ont été faits depuis ont été considérables, mais vraiment considérables, mais même aller jusqu'à un point où, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez plus les outils pour préserver vos récoltes. C'est ça en fait le sujet. La viticulture bordelaise, l'été dernier, elle a subi une épidémie de mildiou considérable qui a impacté très fortement les récoltes, parce qu'aujourd'hui on n'a plus de produits efficaces. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça le sujet. Et des produits qui ne sont pas nécessairement, vous savez, des produits cancérigènes probables. Vous avez beaucoup de choses qui sont cancérigènes probables dans votre maison, dans votre cuisine, dans le. Même une fois, en commission d'enquête, le ministre de l'Agriculture nous dit faut-il que l'agriculture soit le seul secteur d'activité qui doit se passer de produits de synthèse ?
C'est un vrai sujet, ça. Le médicament, c'est les produits de synthèse. Dans l'industrie, vous avez des produits de synthèse. Pourquoi l'agriculture devrait être la seule à ne pas avoir de produits de synthèse? Le problème, c'est que le ministre n'a pas eu le courage de répondre à cette question. Mais il y a un moment, il faut dire, si vous voulez, il y a un moment, il faut dire stop, quoi. On a le diktat d'écologistes. Enfin, je vous prends la caricature de l'écologie punitive qui est Sandrine Rousseau, qui dit il y a 3 jours non, mais l'agriculture, c'est pas grave, ce qui compte, c'est l'environnement. Donc en fait, si demain on n'a plus d'agriculture, c'est pas un sujet pour elle. Je sais pas d'ailleurs comment elle arrivera à se nourrir, mais c'est pas un sujet. Ce qui compte, c'est l'environnement. L'environnement est placé au-dessus de tout le reste, toujours dans la logique d'effacement de l'homme, de l'écosystème en fait. Alors, il y a aussi une question qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on faisait le parallèle avant avec les Gilets jaunes, mais cette fois-ci, la dimension elle a changé aussi parce qu'il y a les syndicats qui sont très présents, ce qu'il n'y avait pas au début des Gilets jaunes. Quel rôle ils ont? Est-ce qu'ils sont représentatifs, justement, de ce grondement des agriculteurs? Est-ce que c'est un rôle qui va être positif, finalement, qui va faire avancer les choses? Quel est votre avis dessus? Ce qui est très semblable, et vraiment la comparaison qu'on peut faire avec les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, cette mobilisation, elle ne vient pas des syndicats. Aujourd'hui, les syndicats sont dans leur rôle d'accompagnement de la mobilisation, mais ils ont quand même un train de retard. Moi, je suis pas là c'est pas mon rôle de critiquer l'action syndicale. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, pour nous, on est quand même resté très libre vis-à-vis de ça. La FNSEA, elle était pour une trajectoire acceptable de l'augmentation de la fiscalité sur le GNR. Nous, on a refusé, au moment du projet de loi de finances, on a refusé l'augmentation. Vous pouvez préciser ce que c'est le GNR? C'est le gazole non routier, en fait. C'est le gazole qu'utilisent les agriculteurs. Et donc, il y avait, au moment du projet de loi de finances, cette augmentation de la fiscalité qui revient sur un lissage, donc toujours cette trajectoire acceptable, selon les mots de la FNSEA, d'augmenter la fiscalité de 24 centimes par litre. Nous, on a refusé ça pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de solution alternative. Là aussi, on met l'agriculture dans une impasse. C'est-à-dire qu'on leur dit il faut que vous fassiez une transition, donc il faut que vous passiez du GNR, donc on va vous y contraindre par la fiscalité, mais derrière, il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, voilà, le tracteur électrique, c'est même pas comme la voiture, ça n'existe même pas en fait. Il n'y a pas de tracteur électrique. On n'a pas de solution pour permettre à un tracteur de travailler 10 ou 12 heures par jour sans avoir des remorques de batterie derrière ou voilà. Donc quand je reviens à cette question des syndicats, nous on reste assez libre dans nos positions vis-à-vis de ce qu'ils peuvent défendre. Parce qu'effectivement, la leçon, je pense, de cette mobilisation, c'est que le ras-le-bol est quand même parti du bas et que c'est pas forcément les syndicats qui en ont été à l'initiative. Alors, au sein de cette révolte du monde paysan, il y a eu un drame, c'est la mort d'Alexandra. Sa fille également est décédée et son mari est grièvement blessé. Et on a appris que les personnes qui conduisaient cette voiture, qui a blessé et meurtri cette famille, étaient sous OQTF. Est-ce que pour vous, il y a aussi une responsabilité du gouvernement qui vient en fait se mettre aussi dans cette histoire? Moi, franchement, j'y ai pas cru. Quand j'ai appris ça, je me dis c'est pas possible, quoi. On est vraiment au croisement de toutes les défaillances de l'État, quoi. Tout se rejoint. Enfin, c'est surréaliste, quoi. Cette situation. Après, bon. C'est pas non plus étonnant. Moi, je suis dans un département où il y a eu 8500 OQTF qui ont été délivrés entre 2019 et 2023. Donc, il faut rajouter à ça les OQTF qui ont été délivrés avant 2019, qui n'ont pas été exécutés comme la grande majorité des OQTF. Vous rajoutez à ça tous ceux qui sont en situation irrégulière mais qui n'ont pas encore d'OQTF. Vous rajoutez à ça les demandeurs d'asile. Enfin, on se rend pas compte, mais en fait, 8500, ça correspond à une sous-préfecture quand même, hein, la population d'une sous-préfecture, hein, dans un seul département. Voilà. Donc, c'est vraiment. Jordan Bardella disait il y a quelques jours, quand on va arriver au pouvoir, on aura toutes les factures, voilà. Toutes les lâchetés de nos gouvernants qui se sont cumulées pendant des années, il va falloir qu'on règle tout en même temps. Et c'est vraiment révélateur d'un pays qui est arrivé à un point, mais que j'espère de non-retour, enfin pas de non-retour justement, mais ça va être quand même très compliqué, quoi. Et alors, nous, on a nos journalistes qui sont allés aussi, qui sont beaucoup déplacés justement pendant cette révolte du monde paysan, qui sont allés sur l'A64, qui sont allés à l'A7, et
il y a eu certains témoignages qui nous ont interpellés, c'est-à-dire que certains ont témoigné aussi d'une certaine insécurité dans les campagnes, de vol de leur matériel, justement, et ils se plaignent de ça, qu'est-ce que vous auriez à dire justement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi que les campagnes finalement subissent des vols de bétail, de matériel agricole? Ça a été un peu une leçon des émeutes de l'été dernier. Hein. C'est-à-dire que maintenant, l'insécurité, elle est plus cantonnée à quelques banlieues. Enfin, l'insécurité gagne partout. Moi, je suis très régulièrement en contact des gendarmes de ma circonscription qui sont sous-effectifs, écrasés par les procédures, découragés par le laxisme de la réponse judiciaire. J'ai eu l'occasion de passer plus d'une après-midi au tribunal correctionnel de Bordeaux parce que j'étais partie civile dans ma voiture ayant été saccagée pendant les émeutes et comme heureusement il y a eu 2 auteurs qui ont été retrouvés, je passais au tribunal. Il y a eu 8 affaires qui étaient jugées dans l'après-midi. J'étais convoqué à 14h, je suis passé à 21h30, c'est l'an dernier, parce que mon affaire, c'était une affaire où il n'y avait pas d'interprète et pas d'escorte. Sur les 8 affaires, il y en avait 4 avec des interprètes, tout le reste avec des escortes, et les 8 affaires avaient un lien avec l'immigration. Non mais c'est vraiment pas une blague, hein, et c'était pas le fruit du hasard, vous voyez. C'est vraiment, il y a vraiment un sujet là-dessus, et vous vous rendez compte qu'en fait, dans l'après-midi, toutes les peines qui ont été prononcées, les peines de prison, elles sont pas appliquées. Parce que d'abord, c'est soit du sursis, ou soit c'est des peines de prison de moins d'1 an. Alors, il peut y avoir un déferrement immédiat, mais le problème, c'est que vous allez avoir le juge d'application des peines qui, derrière, 3 jours plus tard, compte tenu du fait que les prisons sont complètement saturées, va les relâcher, peut-être avec un bracelet, mais voilà. Il n'y a plus de réponse judiciaire, en fait. Donc l'insécurité dans la campagne, elle prospère vitesse grand V, quoi. Face à ces drames, donc on a vu ce qui s'est passé avec la question des OQTF, peut-être la non-réponse du gouvernement aux attentes des paysans. Le mouvement, il a un risque aussi de radicalisation. On ne sait pas où va ce mouvement. Justement, quelle trajectoire vous pensez le mouvement va prendre si jamais il n'a pas les réponses escomptées? Est-ce qu'il ira à Paris? Est-ce qu'il... Le problème, c'est que là, vous avez des agriculteurs qui ont quitté leur ferme alors qu'ils sont déjà débordés par le travail. Ils l'ont fait parce qu'en réalité, ils n'ont plus rien à perdre. Chaque jour qui passe, qui consiste quand même à rester en statique sur des autoroutes, à passer des nuits dans les tracteurs, va faire monter l'exaspération. Et c'est là où c'est dramatique, parce que le mutisme du gouvernement et cette absence de réponse, elle est en train de radicaliser des gens qui sont déjà au bout du bout, quoi. Donc, et moi, évidemment, moi, je veux pas qu'on bascule dans quelque chose qui risque de devenir beaucoup plus grave que des actions coup de poing. Mais ça, c'est toujours pareil. Ça a été la même chose que pendant les Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas de réponse autre que celle de faire de la politique, en fait. C'est celle d'apporter des réponses à la hauteur des attentes et des besoins des agriculteurs. Voilà. Mais moi, si vous voulez, de l'expérience qu'on en a du macronisme, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être dans une logique où ils espèrent qu'il va y avoir un épuisement de la mobilisation. Ce qui veut dire que des agriculteurs vont revenir dans leur ferme encore plus dégoûtés qu'ils ne le sont, et plus désespérés en fait qu'ils ne le sont actuellement, ou alors ils vont jouer sur le pourrissement avec des actions violentes, et ce qui leur permettra peut-être de diaboliser derrière la mobilisation. Mais c'est vraiment sortir par le bas de cette affaire, quoi. Il faut quand même bien se rappeler que, bien voir une chose, c'est que nous, le groupe Rassemblement National, on a posé 6 questions au gouvernement depuis septembre sur le malaise agricole. On n'a jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse à la hauteur. On a vraiment eu le sentiment que le gouvernement ne comprenait pas ce qui se passait, comme d'ailleurs au moment des Gilets jaunes, hein, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et même au moment de l'augmentation de la fiscalité sur le GNR, on leur a dit, hein, là, ça c'est l'allumette que vous allez balancer dans le gasoil, hein, c'est le cas de le dire. Et ils se sont obstinés, et d'ailleurs, très simplement, même si Gabriel Attal ne comprend rien à l'agriculture, il aurait pu, dès le premier jour, dire d'accord, sur le GNR, ce ne sera pas une réponse suffisante, mais ça,
juste pour montrer qu'ils ont compris, en fait, qu'il y avait un problème. Symboliquement. Ça aurait été un symbole, ils auraient pu dire, écoutez, on est dans une voie de dialogue et d'essayer de résoudre le problème, et on commence par poser un acte concret, c'est celui de revenir sur la fiscalité sur GNR. Ce qui ne réglera pas le problème de l'agriculture. Il faut être clair. C'est pas 25 centimes de plus sur le gasoil qui va changer le problème structurel de l'agriculture. Mais ça aurait pu être un signe qui aurait pu être donné aux agriculteurs, qui aurait permis d'apaiser la situation. Concrètement, là, on parle évidemment la veille, pour ceux qui nous regardent. Gabriel Attal ne peut rien annoncer qui pourrait calmer justement ce que demandent les attentes des agriculteurs. Ce qui pourrait, en fait, s'il veut être à la hauteur de l'enjeu, il faudrait qu'il dise qu'il est plus macroniste, quoi. Parce que le macronisme, c'est ce qui a conduit bon, ils sont pas les seuls, évidemment, mais enfin, ça fait quand même 7 ans qu'ils sont au pouvoir, et donc ils ont une part de responsabilité dans ce qui arrive, mais c'est de dire on va changer de logiciel. Mais c'est possible, c'est possible, ils l'ont fait sur le nucléaire, donc encore une fois, ils peuvent, dans un élan d'humilité, reconnaître qu'ils ont fait fausse route et de dire qu'ils vont se battre désormais pour changer de chemin. On verra. C'est un peu le premier test pour Gabriel Attal. On verra s'il a compris la leçon. On sent tout de même qu'ils craignent justement ces agriculteurs. J'ai le souvenir de Clémenceau, avoir lu Clémenceau en 1907, avait maté justement les révoltes paysannes avec la violence et qu'il y avait d'ailleurs une certaine partie de l'armée qui n'avait pas voulu tirer. Et on sent que le gouvernement aurait tort ou a peur, en tout cas, d'utiliser la manière forte face à cette révolte agricole, parce que les images seraient sûrement terribles. Et d'ailleurs, pour les retours qu'on a des policiers, ils n'ont absolument pas envie de s'opposer aux agricoles parce qu'ils sont d'accord, ils sont été en attente. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est sûr que c'est... Bah oui, mais moi j'ai participé au premier jour de la mobilisation des Gilets jaunes, et c'était exactement la même chose. Les forces de l'ordre sont restées en retrait, parce qu'ils étaient solidaires, à la fois eux-mêmes solidaires finalement avec ce mouvement, et puis le gouvernement voyait bien qu'envoyer les forces de l'ordre sur des gens qui criaient leur désespoir, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est que par l'absence de réponse, ils ont laissé pourrir le mouvement, avec des débordements qui ont rendu le mouvement impopulaire, et ils ont pu derrière diaboliser ce mouvement et permettre de sortir de cette situation, mais encore une fois par la plus mauvaise des manières. Et moi je crains qu'ils fassent la même chose avec les agriculteurs, justement encore une fois en laissant pourrir la situation et puis en permettant ensuite de diaboliser quelques agriculteurs désespérés qui auraient commis peut-être l'irréparable. Est-ce que c'est pas le risque d'ailleurs, en venant à Paris aussi, que, à la manière des Gilets jaunes, ce soit l'extrême gauche qui s'empare finalement de la révolte et qui vienne justement amener de la violence, que la révolte change? C'est également ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est que la révolte a aussi changé, c'était plus les mêmes personnes qui se révoltaient. C'est pas un piège finalement, Paris? Oui, après moi je vais pas donner des conseils pour la suite de la mobilisation. Moi je suis pas. D'abord, je suis député de la Nation. On n'est pas là pour ni exciter la mobilisation, ni la guider, nous on est là pour demander au gouvernement qu'il apporte des réponses. Donc moi je suis pas dans l'état d'esprit de me dire qu'est-ce qu'on va faire dans 3 jours. Je suis dans l'état d'esprit de dire au gouvernement il faut qu'aujourd'hui vous annonciez quelque chose. Et c'est pas la peine. Quand j'entends Gabriel Attal mardi aux questions gouvernement dire nous avons demandé aux agriculteurs de nous faire la liste de leurs demandes. Ça fait quand même 7 ans qu'ils sont au pouvoir, et ça fait quand même 7 ans que les agriculteurs, par la voix notamment de leurs syndicats, leur ont très bien expliqué quel était le problème. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans une question au gouvernement mardi, c'est que ils sont en train de jouer la montre, de gagner du temps, peut-être pour encore une fois pour jouer soit sur l'épuisement, soit sur le pourrissement, mais je trouve ça dramatique et tellement révélateur de la considération qu'ils ont pour le monde agricole. Ma dernière question, Grégoire de Fournas, ça part d'un constat, c'est que la moitié des agriculteurs va bientôt partir à la retraite dans 10 ans. Quel espoir on peut donner finalement pour cette profession, pour les jeunes? Qu'est-ce que vous leur diriez? Pourquoi est-ce qu'ils iraient aller s'engager dans l'agriculture prochainement?
Je vous l'ai dit, hein, l'agriculture, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Je le dis vraiment avec le cœur parce que moi, je le pratique beaucoup moins maintenant, mais je l'ai pratiqué vraiment avec passion, avec le plaisir d'aller au travail, à chaque fois dans cet état d'esprit, d'améliorer la façon dont on travaille, de faire encore mieux, de faire en sorte que les parcelles de vignes soient bien tenues, qu'on soit fier de la manière dont on cultive la vigne. Enfin voilà, mais aujourd'hui, jamais un jeune s'installera en agriculture s'il n'a pas la garantie qu'il puisse vivre de son métier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant chez les macronistes, c'est qu'ils promettent une loi d'orientation agricole centrée sur l'installation et la transmission, avec des mesures telles que la création d'un guichet unique pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Pour le guichet unique, en fait, c'est pour arriver à y comprendre quelque chose dans la paperasse qu'ils doivent faire. Hein. C'est comme ça le sujet. Ou alors le fait de faire des stages à des collégiens dans des exploitations. Oui, donc vous voyez un peu où on en est de la réponse au problème, quoi. Et la seule façon qu'on puisse inciter et convaincre les jeunes de s'installer en agriculture, c'est pas de leur expliquer que c'est un beau métier, parce que ça, les enfants d'agriculteurs le savent, parce qu'ils le vivent au quotidien, mais c'est d'avoir la garantie qu'ils ne subiront pas, comme leurs parents, les difficultés économiques et le fait finalement de travailler à perte. Merci, Grégoire de Fournas, pour cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à aimer, à partager, à commenter cette vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous.